tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi reçoit Madame Amina Bouayesh, que le souverain a nommée présidente du Conseil national des droits de l'homme, et Monsieur Ahmed Shawqi Ben Ayoub, que Sa Majesté le Roi a nommé au poste de délégué interministériel aux droits de l'homme. À Genève, la table ronde au sujet du Sahara marocain prend fin. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU annonce la tenue d'une deuxième table ronde au premier trimestre 2019 et se félicite de l'atmosphère d'engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel qui a marqué les discussions. Le Forum mondial sur la migration et le développement se poursuit à Marrakech. Tout un programme et des débats qui privilégient l'approche humanitaire en la matière. Émouvant hommage à une icône du cinéma marocain, le réalisateur Djilali Farhati, qui a reçu hier soir l'étoile d'or du Festival international du film de Marrakech. Retour sur un moment d'une grande émotion en fin de ce journal. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu Madame Amina Bouayesh, que le souverain a nommée présidente du Conseil national des droits de l'homme. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Souad Anachad pour les développements. Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi a réaffirmé la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'accorder à la protection des droits et des libertés des citoyennes et citoyens et leur promotion sur le plan de la culture et de la pratique, dans le respect des référentiels nationaux et universels dans ce domaine et les dispositions de la Constitution du Royaume en tant que charte globale des droits de l'homme dans ses dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales. Après avoir rappelé la contribution positive du Conseil dans la promotion des droits de l'homme dans notre pays, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations à la présidente du Conseil pour poursuivre les efforts du renforcement et de la valorisation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine, qui jouissent de la considération des institutions et instances internationales et régionales spécialisées, ce qui amplifie la responsabilité de ce Conseil, eu égard aux larges attributions dont il bénéficie. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil, dans sa nouvelle composition et en sa qualité d'institution nationale indépendante, d'accomplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de la loi relative à la réorganisation, en particulier en ce qui a trait au mécanisme national de prévention de la torture, au mécanisme national de recours en faveur des enfants victimes de violations de leurs droits et au mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a appelé le Conseil à poursuivre la coordination et le renforcement de la coopération avec les différentes institutions, instances et organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, de manière à contribuer à promouvoir la culture et les valeurs des droits de l'homme et la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens. Très honoré aujourd'hui d'être reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour gérer, pour présider le Conseil national des droits de l'homme. Les instructions de Sa Majesté très claires en ce sens, qu'il n'acceptera pas l'injustice envers le citoyen marocain. Dans ce cadre-là, je ferai de mon possible d'agir dans ce sens. En premier lieu. En deuxième lieu, j'agirai aussi en concertation avec les acteurs en matière des droits de l'homme au niveau marocain, au niveau régional et international. Toujours selon le communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le Roi a reçu également M. Ahmed Shawqi Ben Ayoub, que le souverain a nommé au poste de délégué interministériel aux droits de l'homme. Lors de cette audience, le souverain a mis l'accent sur le rôle de cette délégation dans le suivi de la politique gouvernementale, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme et de la coordination en la matière avec les départements ministériels et les établissements concernés, en plus du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales y afférentes et l'élaboration de la présentation des rapports nationaux devant les mécanismes onusiens compétents. Sa Majesté le Roi a appelé le nouveau délégué interministériel à poursuivre les efforts pour la préservation des acquis réalisés, l'intégration de la culture des droits de l'homme dans les politiques publiques nationales et le renforcement de la coopération avec les acteurs et les organisations concernées, gouvernementaux et non gouvernementaux.
Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Finlande, Sauli Niinisto, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement Saadil Asmani conduit à Nouakchott la délégation marocaine qui prend part à la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel. Le chef du gouvernement a décliné les grandes lignes de la contribution du Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase 2019-2021 de l'ambitieux programme d'investissement prioritaire G5 Sahel qui comprend la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Souad Anachet. Le Royaume du Maroc poursuivra sa coopération avec les pays du G5 Sahel dans les domaines de la formation des cadres militaires au sein des académies et écoles du Maroc, également la coopération dans le domaine du renforcement des capacités de ces pays dans le domaine du renseignement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le Maroc n'a cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance d'adopter une approche globale et intégrée pour le règlement des questions sécuritaires et de développement dans cette région qui connaît des problèmes sécuritaires graves menaçant l'ensemble des pays de la région, menés par plusieurs groupes terroristes transnationaux qui s'activent dans le crime organisé, le terrorisme et le commerce illicite, alimentant l'insécurité et l'extrémisme qui menacent les fondements même des États. Les actions du Maroc portent également sur la contribution à la réalisation des projets d'électrification des zones rurales frontalières prévus dans le cadre de la première phase 2019-2021 du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel par l'agence marocaine pour l'énergie durable Mazen, avec un recours au photovoltaïque et un positionnement sur toute la chaîne de valeur de ces projets. La contribution marocaine porte également sur la réalisation des études techniques des projets d'électrification rurale des zones frontalières et l'assistance aux opérateurs locaux à la mise en place des installations et du renforcement de leurs capacités par l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Ce développement passe notamment par l'assistance technique à l'amélioration de la santé animale et la gestion des risques sanitaires dans le domaine de la production animale, l'assistance technique à la mobilisation de l'eau et l'irrigation pour l'adaptation au changement climatique. À cet égard, M. Latmani a souligné qu'à la faveur d'une dizaine de visites effectuées par Sa Majesté le Roi au pays du Sahel, le Maroc a développé une coopération substantielle et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, du contrôle des frontières, du développement social, de la formation militaire, de la coopération technique, de la coopération sécuritaire et de renseignement, de la formation des jeunes et de la formation des imams. Ces actes pourraient constituer un accompagnement efficace du momentum créé par le G5 Sahel. Le chef du gouvernement a souligné la disposition du Royaume à développer des actions de coopération triangulaire avec les pays de l'Union européenne au bénéfice de cette région. Une deuxième table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain aura lieu au premier trimestre 2019. C'est ce qu'a annoncé l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, dans un communiqué rendu public en fin de cet après-midi à Genève, à l'issue de la première table ronde à laquelle le Maroc a participé à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. C'est une correspondance de notre envoyé spécial à Genève, Mohamed Reda Labidi, avec un récit de Nisril Hamdawi. Une deuxième table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain aura lieu au premier trimestre de 2019. C'est ce qu'annonce un communiqué de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. La même source rappelle que sur invitation de M. Köhler, des délégations du Maroc, de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie ont participé à une première table ronde les 5 et 6 décembre à Genève, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les délégations, précise le communiqué, ont fait état des récents développements, abordé les questions régionales et discuté des prochaines étapes dans le processus politique pour le Sahara, tout en soulignant que toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l'intégration régionale plutôt que la confrontation étaient les meilleurs moyens de relever les nombreux et importants défis auxquels la région est confrontée. Le communiqué fait remarquer que toutes les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d'engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel.
Pour sa part, le Maroc, par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, affirme que le Royaume continuera à travailler avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, M. Horst Köhler, pour la préparation des prochaines échéances, avec la même sérénité, le même esprit positif et le même référentiel clair. Et M. Nasser Bourita de souligner à l'issue de cette rencontre que le Maroc a participé sur la base d'une position claire. D'abord, un engagement sincère pour contribuer aux efforts de l'envoyé personnel pour parvenir à cette solution politique réaliste, pragmatique, fondée sur le compromis. Deuxièmement, par rapport à une volonté que l'actuel processus puisse se départir de la rhétorique des plans antérieurs qui ne sont pas applicables, des options irréalistes et même des modus operandi qui ne sont pas acceptables. Le Maroc, explique le ministre, a participé également avec une volonté sincère de relancer l'intégration régionale, de travailler avec tous les pays pour que le Maghreb puisse enfin être un acteur de paix, de stabilité et de développement pour son environnement immédiat, pour ces pays et pour les 5 peuples du Maghreb. Cette table ronde, relève Nasser Bourita, est différente de l'exercice précédent à plusieurs titres. D'abord par son tour de table, puisque pour la première fois, toutes les parties prenantes ont été présentées et ont participé activement à la discussion. Deuxièmement, par son référentiel, puisqu'elle intervient après la résolution 2440 qui, dans son paragraphe 2, assigne à ces tables rondes un objectif précis qui est de parvenir à une solution pragmatique, réaliste et fondée sur le compromis. Les discussions lors de cette table ronde, poursuit le ministre, ont porté sur les derniers développements du dossier, l'intégrité régionale et les entraves à l'intégration régionale. Sur ces différentes questions, le ministre précise que la délégation marocaine et notamment les représentants légitimes élus de la population qui la compose ont pu intervenir pour présenter à la fois les efforts de développement économique dans la région, la vitalité de la vie politique au Sahara et le rôle des femmes et des jeunes et également leurs défis dans cette région. À noter que cette première table ronde a eu lieu mercredi et jeudi au Palais des Nations à Genève avec la participation d'une délégation marocaine conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Également à la une de l'actualité, la question de la migration à l'approche de l'adoption à Marrakech du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Parlement organise à Rabat une réunion internationale pour attirer l'attention des représentants des gouvernements qui se réuniront à Marrakech ainsi que l'opinion publique internationale sur la montée de l'intolérance et la dangerosité des raccourcis entre migration et insécurité. À l'ouverture de cette réunion, le président de la Chambre des représentants a mis en avant la stratégie nationale en matière de migration, une approche qui concilie réalisme, tolérance et primauté de la raison sur les peurs. Grâce à cette politique, le Maroc a pu régler la situation de plus de 50 000 migrants provenant essentiellement d'Afrique. Et ces débats sur la migration prennent aussi place à Marrakech au Forum mondial consacré à cette question dans ses rapports avec le développement. La problématique est décortiquée sous tous ses aspects, particulièrement dans le volet humanitaire. La problématique de l'immigration traitée sous toutes ses facettes dans ce forum dédié à cette question d'actualité. Pour tenter d'y apporter des réponses, les participants à cette grand-messe privilégient l'approche humanitaire dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité des pays. La notion de coopération solidaire au niveau régional et mondial est omniprésente. Cette vision est conforme à l'approche du Maroc en matière de gestion migratoire. L'ensemble des pays africains, nous avons salué le leadership du royaume marocain sur la question migratoire qui aujourd'hui est au niveau international reconnu pour ses efforts. Et c'est pour cela l'ensemble des pays nous appelons plus à l'ouverture à une gestion plus humaine de la question migratoire et un traitement apaisé de cette question. Et nous voulons vraiment motiver l'immigré à favoriser l'immigration sud-sud et pousser les pays d'accueil à accueillir les migrés avec toutes les normes du droit de l'homme. Le monde est aujourd'hui obligé de parvenir à un consensus mondial concernant la problématique de l'immigration. Il existe une pression démographique et un besoin démographique en Europe.
On peut arriver à un terrain d'entente pour résoudre cette question à travers le dialogue. Ce dialogue trouve l'espace approprié. Les ateliers organisés lors de ce forum destinés à formuler des propositions. L'idée est de déboucher sur une meilleure coordination régionale en matière de gestion migratoire et une coopération fructueuse entre les pays des deux rives de la Méditerranée. Avec le Maroc, on travaille avec un certain nombre d'experts qui sont dans le conseil scientifique de la Fondation Romeda, qui nous permettent de développer tout un travail de réflexion, qui produisent des papiers, et ensuite nous faisons un travail de plaidoyer au niveau européen et au niveau onusien également. Proposer des solutions pour accompagner la migration, pour essayer d'avoir une idée de rapprochement d'idées entre la Méditerranée, le Maroc, l'Europe et surtout avec la dimension africaine du Maroc. Dans un contexte marqué par la montée des populistes en Europe et même ailleurs, et une volonté de repli sur soi, le Forum de Marrakech vient porteur d'une toute autre voix, faisant écho des valeurs de convivence et de solidarité, avec à la clé un cadre intégré pour une gouvernance des migrations. C'est le pacte mondial qui se veut non contraignant pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les gardes-côtes de la Marine royale opérant en Méditerranée ont porté assistance durant ces 3 derniers jours à 181 candidats à la migration clandestine, à majorité subsaharienne. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales indique que ces migrants étaient à bord de 8 embarcations pneumatiques en difficulté de différentes catégories. Tous les migrants secourus ont été ramenés sains et saufs au port de Nador, Al-Husayma et Qsar Saghir. Pour la première fois depuis 2 ans, de fragiles consultations s'ouvrent en Suède entre le gouvernement et les rebelles du Yémen, sous l'égide du médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, qui a salué une opportunité unique de ramener les belligérants sur le chemin de la paix et pour gérer l'urgence humanitaire. Pour ces pourparlers, le gouvernement d'Abd Rabbou Mansour Hadi a exigé le retrait intégral des rebelles de la ville portuaire de Hodeïda, conquise en 2014 et par où transite l'essentiel de l'aide humanitaire. Et de leur côté, les rebelles Houthis ont menacé d'empêcher les avions de l'ONU d'utiliser l'aéroport de la capitale Sanaa si les pourparlers n'aboutissent pas à la reprise du trafic aérien civil. Sous la pression de la Russie, le gouvernement français annule les taxes sur les carburants pour l'année 2019. L'exécutif s'évertue à convaincre qu'il a entendu la colère des Gilets jaunes alors que se rapproche le risque d'une nouvelle explosion de violence à 2 jours de la mobilisation attendue samedi sur tout le territoire. Les 7 principaux syndicats ont mis en garde contre toute forme de violence dans l'expression de revendications. En revanche, le président Emmanuel Macron a écarté l'idée de revenir sur la suppression de l'impôt sur la fortune, mesure phare du quinquennat Macron, ciblé par les Gilets jaunes. La première ministre britannique Theresa May lâche un peu de lest pour tenter de convaincre des députés, plus réticents que jamais, d'adopter son accord de Brexit, âprement négocié avec Bruxelles et débattu dans une atmosphère électrique au Parlement. Affaiblie par une opposition de tous bords au traité de sortie de l'Union européenne, la dirigeante conservatrice a affirmé que les députés pourraient avoir le dernier mot sur l'activation éventuelle d'une disposition évitant le rétablissement de contrôles frontaliers sur l'île d'Irlande après le Brexit. Le climat des affaires fait débat à Rabat, l'état des lieux, les bonnes pratiques et le partage d'expériences dans l'amélioration de ce climat, particulièrement au Maroc. L'intégrité des affaires est une priorité à laquelle le Royaume adhère, à la lumière d'initiatives entreprises par l'OCDE. Zakia Belkacem et Mounia Marouche pour les développements. Lutter contre la corruption et améliorer l'environnement des affaires pour renforcer le développement. Voilà ce qui caractérise les débats de cette rencontre de grande envergure. Animée par une forte volonté de conjurer ce fléau, un parterre d'experts et de représentants du secteur public et privé sont en conclave à Rabat.
parmi les actions qui ont été lancées avec le secteur privé, c'est ce qu'on appelle action collective. C'est une approche qui permet de rassembler les entreprises en principe d'un même secteur de sorte à identifier des actions les plus impactantes pour pouvoir travailler ensemble sur la transparence et sur le développement d'un environnement favorable à une concurrence loyale et qui permet à ce que le secteur privé se développe dans un environnement favorable. Au programme des débats et des rencontres B2B avec le partage des pratiques et des standards anti-corruption en matière d'action collective et pacte d'intégrité. Et nous sommes très heureux et même fiers de ce que le secteur privé du Maroc a pu faire. Il y aura certainement des rencontres et des volontés entre les acteurs du secteur privé qui devront se poursuivre afin que ça s'inscrive véritablement dans la politique. Je pense aussi, et nous, dans la deuxième partie de la réunion aujourd'hui, nous allons aborder des questions du fonctionnement des standards de la Convention d'anticorruption de l'OCDE. Le Maroc a exprimé une volonté de se rapprocher de ces standards. L'engagement du Maroc dans la lutte contre la corruption est sans faille. Parmi les mesures qu'il a adoptées dans ce sens figure en tête son adhésion à la déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Notre chronique quotidienne maintenant du côté du Festival international du film de Marrakech. Coup de projecteur ce soir sur le seul film marocain en compétition, Une urgence ordinaire du réalisateur Mohsen Basri qui propose un casting alléchant depuis les coulisses d'un hôpital. La suite de l'histoire avec notre envoyé spécial au FIFM, Nisrine Ozdar. Ils sont venus nombreux pour découvrir Une urgence ordinaire, un film marocain poignant. Il donne le temps dès les premières secondes. Il raconte l'espoir et l'attachement à la vie avec ses chapitres sombres et joyeux. Très émouvant, très très beau film. Bon, vraiment, je suis vraiment très émue en fait. Je peux pas dire plus que ça en fait. Je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, merci. C'est un film qui est bien structuré, le scénario est bien écrit, les personnages sont là, on est aussi attaché à ces personnages, il y a le comment dirais-je, le spectateur est là. Le film se déroule dans un hôpital. Avec ce choix, le réalisateur tente de mettre l'accent sur les maux de la société. Le fait de faire un film dans un hôpital, presque en huis clos dans un hôpital, c'est une métaphore pour parler d'une société qui est un peu malade. Donc la métaphore elle est là-dedans. Après il y a plusieurs lectures dans le film et à travers cet hôpital-là, on voit la société marocaine avec ce qu'elle a de très positif et de très négatif. Ce film est une radioscopie de la société marocaine. Chaque personnage raconte à sa façon sa souffrance. Une urgence ordinaire, une production marocaine qui a toutes ses chances dans la course à l'étoile d'or. En attendant l'annonce des résultats, il faut dire que Mohsen Basri a d'ores et déjà honoré le 7e art national. Le 17e Festival international du film de Marrakech continue de briller. Hier, c'est le grand réalisateur marocain Djilali Farhati qui était à l'honneur. À hommage émouvant, digne de cette figure du 7e art national, ému aux larmes, Djilali Farhati a reçu l'étoile d'or du festival. Et cela n'a pas de prix pour cette icône du grand écran. Nous retrouvons notre équipe à Marrakech. Il aime le cinéma et le cinéma le lui rend bien. Oui, c'est la reconnaissance interne, c'est la reconnaissance d'un travail, d'une continuité, d'une fidélité au cinéma. Voilà, je pense que c'est une des raisons certainement. Ce soir, pour Djilali Farhati, n'est pas uniquement un hommage à Djilali Farhati, mais c'est aussi un hommage au cinéma marocain. Parce que c'est un grand monsieur, c'est un grand cinéaste. Et au-delà de ça, c'est vraiment un vrai poète. Merci pour tout, Djilali. Continue à être généreux. Ses œuvres sont à jamais gravées dans la mémoire des cinéphiles. Leur originalité, leur style remarquable, leur côté poétique et philosophique ne laissent pas insensibles. Djilali Farhati questionne la mémoire, revisite l'histoire et tente de cerner la complexité de la société.
Les distinctions, le grand Djilali Farhati y est très habitué. Mais celle de ce soir a un goût particulier. L'émotion est vive. سيداتي وسادتي أطلب منكم أن نستقبل وبحرارة السيد جلالي فرحاتي. Ce soir est un soir pas comme les autres. Il est tout simplement rêvé. Et comme dans tous les rêves, on n'est pas maître de soi. On se laisse bercer par la gratitude et la reconnaissance. On est ballotté entre un doux vertige et l'insoutenable besoin de bien garder la tête sur les épaules. Un prestigieux hommage amplement mérité. Une grande fête cinématographique célébrée avec les siens qu'il chérit tant. Il représente sa force et pas que. Mon beau-fils et ma fille ont été, pour ce film, les producteurs de l'invisible. Je voudrais dédier ce trophée à mon petit-fils Yazet. Je vous laisse regarder le film. Très belle projection. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour tout. Une étoile d'or donc à l'un des pères fondateurs du cinéma marocain contemporain, à l'homme passionné et discret qu'est Djilali Farhati. Ce soir, c'est une carrière de plus de 30 ans qui a été célébrée dans la joie et l'émotion. Et c'est cela l'esprit du FIFM, rendre hommage aux cinéastes d'ici et d'ailleurs. Depuis Marrakech, Abdelali Ayed, Asma Tazi et Nisrina Oustar. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Marie Melafir. Bonne soirée.